Bonsoir, c'est selon l'heure à laquelle vous regardez cette émission. Moi, c'est bien votre serviteur Clyde Salou Moucharadi. Je vais commencer par vous remercier, vous qui prenez le temps de nous écrire et de réagir à nos vidéos. Merci beaucoup aussi pour ceux qui se sont abonnés depuis notre dernière émission. Il y en a de plus en plus qui le font. Nous vous remercions et nous vous demandons de bien vouloir partager nos vidéos et partager avec nous vos avis parce que nous avons besoin de vos avis pour éventuellement améliorer sur ce que nous faisons. Voilà. Aujourd'hui, nous avons une émission qui va parler encore et toujours de l'accord, du projet d'accord entre les Rwanda et les Congo. C'est une question très importante pour notre pays. Ça peut changer beaucoup de choses. Alors, il y a beaucoup d'enjeux. Il est très important que nous puissions pas seulement condamner ou, je ne sais pas moi, faire trop d'analyse politicienne, mais plutôt voir les intérêts patriotiques à long terme de cet accord. C'est très important. On ne peut pas se limiter à oh, Tshisekedi veut faire ceci. Évidemment, il est un grand acteur étant le président, mais ce qui est en train de se jouer dans cet accord va au-delà de Tshisekedi. C'est pour le Congo et c'est très important. Alors, on va parler sur le fait que Kagame, dans cet accord, on sait déjà qu'il a réussi les assurances pour avoir une raffinerie chez lui qui va raffiner les minerais du Congo et on va vous en parler. Il y a aussi une nouvelle qui vient de tomber. Kagame va aussi recevoir un deal avec les immigrés, ou enfin les immigrants des États-Unis. Vous savez, le Royaume-Uni avait travaillé avec le Rwanda pour un deal pour amener les immigrants au Rwanda, mais ça n'a pas réussi au dernier moment. Apparemment, Kagame a réussi à vendre cette idée à Trump et c'est l'une des raisons pour laquelle, dans cet accord avec la RDC, on veut aussi, en tout cas, chercher à mettre le Rwanda à l'aise. Et tout ça, ce sont des choses que nous allons analyser, mais après ce générique. Merci. Voilà, merci beaucoup, chers amis. Si vous nous suivez, n'hésitez pas de faire des commentaires, n'hésitez pas de partager la vidéo. Nous sommes ensemble pour une trentaine, entre 30 et 45 minutes, ça dépend, on veut vider les sujets. Aujourd'hui, donc, on vous annonce que le Rwanda vient d'obtenir un accord avec les États-Unis pour avoir une raffinerie pour les minerais qui seront exploités ou en tout cas extrait du sous-sol congolais. Et au-delà, il veut aussi, il est encore en négociation, mais c'est presque déjà un acquis qu'on va utiliser le Rwanda pour amener les immigrants qui vont aux États-Unis pour les décourager de vouloir continuer. Parce qu'il est vrai que la crise migratoire aux États-Unis est quand même très sérieuse. Trump a réussi quand même à stopper le flot de ces immigrants, mais rien ne dit que ça va s'arrêter complètement. Et pour trouver une autre astuce pour décourager les immigrants, on va commencer à les envoyer au Rwanda. Tous ceux qui viennent à partir de l'Amérique latine, on va commencer à les envoyer au Rwanda et on sait que pour beaucoup, ça sera déjà quelque chose qui va les décourager de vouloir entrer aux États-Unis. Mais on va parler sur ça un peu plus. Après, commençons par le premier sujet qui est celui de l'accord. On attendait pendant les week-ends jusqu'à hier, on ne savait pas si vraiment il y a eu dépôt du draft de l'avant-projet entre les Rwandais et le Congo parce que le ministre des Affaires étrangères au Rwanda avait fait un tweet dans lequel il disait que bon, il n'était pas à Washington, ni lui, ni la délégation congolaise. C'est comme s'il n'y avait rien comme draft qui serait
remis, mais on a eu la confirmation et on va d'ailleurs vous la montrer sur notre écran. Vous voyez là, c'est M. Boulos qui confirme, selon l'agence Reuters, c'est en anglais, Congo and Rwanda submit draft peace proposal, Trump advisor says. Donc, c'est confirmé. On a vu beaucoup de commentateurs ou des analystes qui commençaient déjà à dire, oh voilà, il n'y a rien, la RDC ne sait même pas ce qu'elle est en train de faire. Il fallait déjà qu'elle donne son projet d'accord et tout. Bon, c'est déjà fait. Il est vrai que dans des négociations comme ça, tout n'est pas dit. Alors, qu'est-ce que ça dit? Je vais encore vous montrer ce que ça donne comme information ici. Attendez, on a traduit pour vous en français. On dit: le Congo et le Rwanda ont soumis un projet de proposition de paix dans le cadre d'un processus visant à mettre fin au combat dans l'est du Congo et à attirer des investissements occidentaux de plusieurs milliards de dollars, a déclaré lundi le conseiller principal du président américain Donald Trump pour l'Afrique. Il s'agit de la dernière étape d'une ambitieuse initiative de l'administration Trump pour mettre fin à un conflit de plusieurs décennies dans une région riche en minéraux, notamment la tantale, l'or, le cobalt, le cuivre et le lithium. Voilà, donc tout ça est confirmé. Et dans la foulée, ce qui est aussi confirmé, c'est que les États-Unis ont déjà exprimé leur volonté d'installer une raffinerie pour les mines au Rwanda. C'est une question qui fâche beaucoup de Congolais parce qu'on s'est dit, d'abord, premièrement, comme j'ai dit dans ma dernière émission, si vous l'avez suivi, on s'est posé la question de savoir pourquoi est-ce que lorsque nous, on est allé faire un deal avec les États-Unis, évidemment, pour nous donner la sécurité sur la question des Rwandais, est-ce que les États-Unis doivent aussi nécessairement faire un deal avec les Rwandais? Bon, ça, c'est leur affaire. Hein. Nous, ce qu'on voulait, c'est avoir ce deal. Évidemment, les États-Unis pensent que le Rwanda, évidemment, est un pion très intéressant pour eux parce que c'est depuis longtemps qu'ils soutiennent Kagame. Parfois, on a comme l'impression, et même moi d'ailleurs, à un certain moment, j'ai pensé que c'est Kagame qui a réussi un peu comment dire, à se faire aimer par les Occidentaux, mais c'est d'abord les Américains qui ont choisi Kagame. Avec l'Ouganda, c'est Museveni qui a amené Kagame aux Occidentaux pour qu'il arrive au pouvoir. Et ils ont continué de travailler avec lui. Évidemment, Kagame, c'est quelqu'un qui est très malin, très stratégique. Avec sa dictature au Rwanda, il a réussi à installer de l'ordre, il n'y a presque pas de corruption. Il est aussi, de ce côté-là, c'est quelqu'un qui est très bon parce qu'il veut faire évoluer son pays, c'est tout à fait légitime et tout et tout. Il a mis de l'ordre par rapport chez nous au Congo, où en tout cas, il y a eu beaucoup d'histoires qui ont été causées par les Rwandais notamment, mais nous-mêmes, nous avons aussi beaucoup de problèmes, il faut le reconnaître. Alors, je ne veux pas parler de ça beaucoup maintenant parce que j'en ai en tout cas parlé dans ma dernière émission, mais j'ai dit la décision d'installer une raffinerie au Rwanda fait fâcher beaucoup de Congolais qui se demandent pourquoi est-ce que c'est nos minéraux, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça chez nous au Congo, on va les faire au Rwanda. Alors, il y a beaucoup de questions, comme j'ai traité dans ma dernière émission, il y a des questions de électricité, il y a question de compétences techniques, il y a question de l'ordre, de système bancaire, de logistique. Il y a beaucoup d'éléments où nous, Congolais, même si nous avons un sous-sol très riche, mais nous n'avons pas assez d'infrastructures. Et eux, ils sont dans les business, ils analysent tout. Ils font un business analysis pour voir comment est-ce qu'ils vont traiter. Ils pensent qu'au Rwanda, il y a beaucoup plus, en fait, des raisons et d'opportunités, et il y a beaucoup plus d'ordre pour faire une raffinerie. Mais il y en a qui disent, s'ils font ça, c'est comme si la plupart des boulots qui allaient être créés par cet investissement d'environ 500-700 milliards vont aller au Rwanda. Non, c'est une erreur. Lorsqu'on est dans l'entreprise, lorsqu'on est dans l'industrie minière, l'industrie qui emploie beaucoup de monde, c'est l'extraction. C'est-à-dire, aux autres mots, la mabélé, pour nous minerai. C'est là où il y a beaucoup d'emplois.
la raffinerie ne prend pas beaucoup d'emplois dans le sens, ne crée pas trop d'emplois parce que souvent, c'est une seule raffinerie qui peut d'ailleurs raffiner des minerais qui viennent de beaucoup de mines, mais c'est un domaine spécialisé avec peu de travailleurs qui sont souvent des chimistes parce qu'il y a beaucoup de chimie dans la raffinerie et tout est presque automatisé. Il y a juste des gens qui surveillent que les machines travaillent bien, que les solutions se font bien, mais il n'y a pas beaucoup de monde. Alors qu'au niveau de l'extraction, hein, les gisements, quand on est en train de travailler pour prendre les minéraux sous terre, il y a beaucoup de gens. Ça peut même aller jusqu'à 15, 20 000 dans une seule mine, en fait, dans un seul site minier. On peut avoir jusqu'à 10, 15, 20 000 personnes, alors que dans une raffinerie, 200-300 personnes peuvent suffire, voire même moins. Ça dépend de la capacité. Donc, c'est une erreur de penser que la raffinerie qui va aller au Rwanda, quelque part, est beaucoup plus importante que l'extraction. Non. Donc là, il faut qu'on se mette d'accord. Et nous, au Congo, nous n'avons pas cette expertise en termes d'extraction. La plupart des minéraux qui ont été et qui continuent d'opérer au Congo font simplement de l'extraction. Au niveau de l'ancien Katanga, on commence à faire une petite transformation, mais c'est juste préliminaire. Ce n'est pas ça. Alors, au Rwanda, ils n'ont pas d'expérience non plus, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de mines de toutes les façons. Mais ils ont ces autres éléments qui, pour le businessman américain, le businessman qui est Trump et son administration, pensent qu'il y a beaucoup d'éléments. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que ça peut se faire maintenant qu'ils font une raffinerie là-bas. Mais vous savez, lorsqu'on est en business, on cherche toujours à minimiser les coûts. Si après, nous, au Congo, nous réunissons les conditions pour qu'il y ait une mine avec raffinerie, ils peuvent changer, ils peuvent construire une autre raffinerie chez nous sans problème, ou en tout cas faire autre chose que ce qu'ils ont prévu parce que, vous savez, s'il faut transporter tous les minéraux à partir du Congo jusqu'au Rwanda, ça coûte de l'argent, mais si on le fait au Congo, ça coûte moins. Mais est-ce que les conditions sont réunies? Donc ça, c'est une autre question. Et je pense que pour nous, ce qui est important, c'est qu'on nous amène la sécurité et que nous ayons une opportunité de tous ces investissements qui viennent parce qu'un investissement appelle un autre. Donc, si c'est 5 milliards, en fait 500 milliards de dollars aujourd'hui, si ces entreprises qui viennent commencent à bien travailler et font des profits, il y en aura d'autres qui vont venir et ça peut se multiplier fois 3, fois 4, fois 5. Voilà, ça c'est donc quelque chose qu'il faut clarifier. L'extraction des mines va nous amener beaucoup plus d'argent, beaucoup plus d'emplois, beaucoup plus de sécurité. Ça, c'est donné. Il n'y a pas à discuter là-dessus. La raffinerie, ça serait bien qu'elle soit installée au Congo. Peut-être même qu'avec le temps, ça va se faire. Pour un premier temps, si ça se fait au Rwanda, en Ouganda, au Kenya, en Chine, aux États-Unis, ce n'est pas un grand problème. Vous conviendrez avec moi. Donc, il ne faut pas qu'on réfléchisse trop avec cette sorte en fait, il y a une sorte de haine envers les Rwandais. Le peuple rwandais n'a pas de problème. C'est le régime rwandais, Kagame, qui est le monsieur qui pose problème. Nous devons, nous, Congolais, c'est vrai, nous avons raison de tout ce qui, en fait, de nous fâcher, de ne pas être content de toutes ces tueries et tout ça. Mais essayons de nous calmer un peu et voir comment on évolue avec ces deals. Si Tshisekedi réussit à installer ces deals, il a d'ailleurs rappelé il n'y a pas 2 jours quand il était en train de faire cette cérémonie de la Journée internationale de la paix, qu'on l'accuse de brader les minéraux du Congo. Il dit que non, ce n'est pas le cas. Ce sont des journalistes qui veulent simplement faire un peu du sensationnalisme. Lui, il a fait une promesse qu'il ne va pas brader. Bon, on va les juger sur les actions, pas sur les mots, mais quand même, il a lui-même rappelé. Et donc, je pense qu'il est en train de prendre un peu
de son temps pour essayer de s'assurer que l'accord est vraiment tout à fait pour nous. Voilà, donc ça c'était le premier point. Deuxième point, c'est que, comme j'avais dit, il y a le deal avec les immigrés ou les immigrants, si vous voulez, aux États-Unis. Je vais vous passer une interview du ministre des Affaires étrangères du Rwanda avec France 24, qui a été fait c'est aujourd'hui, hein, c'est pas quelque chose qui s'est fait longtemps, ça vient de se passer il n'y a pas longtemps, et on va jouer ça, vous allez vous-même écouter ce que il est en train de dire. Juste quelques instants et on va vous l'amener. Voilà, nous l'avons là-bas et on va lui faire parler dans un instant. Il était sur France 24. Voilà, on y va. Alors, le Rwanda et Washington sont en premier stade de discussion pour accueillir des migrants en provenance des États-Unis. Un accord similaire était sur le point d'être conclu avec le Royaume-Uni, hein, on s'en souvient, on en a beaucoup parlé. Est-ce que vous nous le confirmez d'abord? Oui, je confirme que nous sommes en pourparlers avec les États-Unis sur cette question de la migration, mais les discussions sont à un stade préliminaire, à un stade précoce. Et donc, je ne m'étendrai pas sur les détails de ce qui est en train d'être discuté. Alors, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a un lien avec les négociations de paix et cet accord avec les migrants sous l'égide de Washington. On sait que la République démocratique du Congo a fait peser dans la balance ces minerais, hein. On a entendu parler de ce deal, je dirais, minerais contre sécurité. Est-ce que le Rwanda ne ferait pas peser dans la balance un deal migrant contre soutien de l'administration de Washington? Administration Trump, même, je dirais. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est une discussion strictement bilatérale. Et d'ailleurs, après la signature de la déclaration de principe, la délégation rwandaise est restée à Washington pour le premier dialogue stratégique entre les États-Unis et le Rwanda, dans lequel on a abordé donc toutes ces questions bilatérales, y compris les questions sécuritaires, les questions politiques, les questions économiques et même les questions de santé qui nous lient avec les États-Unis. Donc c'est une question purement bilatérale qui n'a rien à voir avec le conflit à l'est de la RDC. Merci beaucoup, Olivier Ndoungiré, ministre. Voilà. Vous avez vous-même entendu, il a confirmé qu'il y a un deal, qu'il y a une discussion autour de ça. En fait, on comprend qu'il ne veut pas tout dire, hein. On ne dit pas tout jusqu'à ce que tout est fin prêt. C'est ça, ce n'est pas quelque chose qui vient de commencer. Ils ont déjà parlé de ça il y a quand même un moment. Et là, c'est presque, quand ils confirment publiquement, ça veut dire que les choses sont presque déjà arrangé et que ça va se faire. Kagame, malin qu'il est, stratégique qu'il est, il a voulu, pour peser dans ces discussions, avec cet accord avec, entre les États-Unis et le Congo, parce qu'il est dedans, il est impliqué, il veut sortir son épingle du jeu, c'est quand même quelque part légitime. Hein, il joue, il sait qu'il y a la crise migratoire là-bas. Lui, il avait déjà les installations qui étaient déjà fin prêt pour accueillir les immigrants, mais ça a capoté à la dernière minute. Maintenant, bon, ça c'était avec les Britanniques. Maintenant, il voit des opportunités avec Trump. Et il a poussé une carte il a bien joué. Et donc, vous allez voir maintenant, après un moment, on va commencer à envoyer tous les immigrants qui veulent entrer aux États-Unis, d'abord au Rwanda pour faire le processing, comme on dit en anglais, et après, la plupart ne vont même plus venir parce que eux, ils veulent aller aux États-Unis et pas au Rwanda. Donc, c'est quelque chose que Kagame a réussi à faire. Et vous comprenez maintenant pourquoi il y a une sorte de volonté dans les chefs des États-Unis de s'assurer que le Rwanda obtienne un certain nombre de choses qui puissent aider, je pense, dans cet environnement de sécurité et de paix.
Et même si vous suivez cette interview de M. Olivier, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, il parle d'une paix définitive. Donc, pour eux, s'ils reçoivent ce dont ils ont besoin, ils ne vont plus déranger le Congo parce que ils cherchent des revenus. C'est ça, en tout cas, le problème. Les Rwandais et au Congo, c'est pas vraiment pour... c'est vrai qu'il y a des expansions, en fait, je vais dire des velléités expansionnistes des territoires, mais Kagame sait que les territoires ne vont pas bouger. Les territoires, les frontières des territoires hérités de la colonisation ne vont pas bouger. Même si vous les occupez pendant un moment, vous finirez par les abandonner et retourner chez vous. Et donc, il joue cette carte plus pour avoir un peu plus de poids, mais au fait, il sait qu'il ne va pas réussir. Donc, le reste, c'est de pouvoir avoir un revenu parce que le Rwanda ne vit que principalement de deux choses, l'aide étrangère et les ressources qui viennent de l'exploitation, de la contrebande, pas de l'exploitation, mais plus la contrebande des produits miniers qui viennent de la RDC. Comme déjà il y a une pluie de sanctions qui tombent et que le robinet de l'aide internationale est en train de se fermer, bon, il ne reste que le Congo. Il faut voir que le Congo aussi, ça commence à bouger un peu. Donc, il est en train de tout faire pour voir comment est-ce qu'il peut non seulement revenir à la situation d'avant où il a plus de moyens, mais trouver un deal au niveau du Congo qui lui permette de continuer de recevoir un revenu. Et je pense que c'est cette fois-ci, nous avons la chance d'acheter, si vous voulez, parce que c'est comme si on achetait un temps pour la sécurité, question de nous remettre, de nous reconstruire, de reprendre les forces, parce que le Congo est malade, nous le savons. Et quand on est malade, on a besoin du temps pour se reposer et reprendre les forces. À la fin, nous aurons, si le Rwanda nous donne cette opportunité, parce que bon, c'est notre faiblesse qui nous a amenés là où nous sommes. Et donc, ils sont un peu plus forts militairement parlant. Notre armée n'a pas vraiment réussi à nous défendre pour des raisons que vous connaissez, vous et moi. Elle est aussi infiltrée. Beaucoup de choses dont on a déjà parlé, on ne veut plus revenir trop là-dedans. Mais comprenez que les accords continuent. Il faut quand même avoir un esprit positif avec ça. On peut critiquer ce que le gouvernement fait, mais donnons-le quand même un peu de temps pour qu'il nous prouve à la fin, parce que c'est le dernier, en fait, l'accord final qui va nous montrer exactement si ce qu'ils font est vrai ou non. Tshisekedi, lui, il a dit, il a encore répété 2 jours passés qu'il ne va pas brader les minéraux du Congo, mais on va voir exactement dans ce que l'accord va nous dire. Et on pense que si ces messieurs s'entourent bien, Tshisekedi, avec la ministre des Affaires étrangères et une équipe forte qui comprennent les enjeux, parce que c'est là où le bas blesse. Chez nous, nous n'avons pas vraiment beaucoup de stratèges au niveau de notre gouvernement. Il y a trop de désorganisations. On envoie des gens dans des délégations qui n'ont des gens qui n'ont pas de compétences avérées. Ils sont là parce que simplement, ils sont autour, tu vois, tous ces mikilistes qui sont autour de Tshisekedi, la plupart n'ont aucune expérience, ou presque, et ils vont partout, mais ils n'ont pas vraiment l'expérience dans ces affaires, alors que Kagame, lui, depuis plus de 30 ans, il a continué à améliorer son lobbying, il a continué à nouer des accords avec les Occidentaux, il sait jouer, pousser ses pions, et nous, on est encore dans les kibouidi. Voilà. Je m'arrête là pour juste cet aspect des choses. On va maintenant continuer avec la déclaration de Tshisekedi sur en fait, la journée internationale de la presse. Il a présidé un événement où il a parlé sur la presse et il a fait... Attends, je vais vous chercher sa déclaration. C'est quand même important d'en parler. Et on a aussi vu Christian Bossembe
qui a fait aussi un petit discours un peu comment est-ce qu'on appelle ça chez nous, jalléloïste, si vous voulez, où il a dit, on va avoir ça dans quelques instants, excusez-moi du retard, avec, je vais vous montrer ça, voilà, on l'a là-bas. Fait pour la liberté d'expression dans ce pays. Je vais... Sous votre mandat, aucun journaliste n'a été tué. Aucun journaliste n'a été arrêté ou torturé à cause sincèrement. Ok, dans cette lutte je sais que de la salubrité médiatique. Voilà, allez-y. Monsieur le Président, vous avez beaucoup fait pour la liberté d'expression dans ce pays. Sous votre mandat, aucun journaliste n'a été tué. Aucun journaliste n'a été arrêté ou torturé à cause de ses opinions. Aucune rédaction n'a été saccagée. Aucune chaîne n'a été fermée sous les ordres des services comme ce fut dans le temps, comme ce fut dans le passé. Nous vous remercions sincèrement. Voilà, ça c'est Bossembe. On revient un instant. Voilà, ça c'était Bossembe. Là, je vous cherche aussi la déclaration de Tshisekedi pour les journalistes, la presse. On va voir ça dans un instant. On est où là? Ok, oh là là, parfois la technique nous fait défaut, mais on trouvera cette déclaration dans quelques secondes et on va vous la passer. On est où là? Bon, la technique nous fait défaut, mais sinon, on va en parler. Il a tout simplement dit qu'il a exhorté les journalistes à faire leur travail correctement parce qu'il y a beaucoup de désordres où les gens parlent des choses qu'ils n'ont pas vérifiées et on l'accuse de beaucoup de choses. Voilà, tout ça, c'est quand même bon. Moi, ce qui m'intéresse, lorsque vous entendez M. Christian Bossembe dire que sous Tshisekedi, il n'y a pas eu de journalistes qui ont été arrêtés, des salles de rédaction saccagées et tout. Est-ce que cela est vrai, oui ou non? Bon, je n'ai pas tous les éléments. J'ai essayé de faire une petite recherche sur Internet. Je n'ai pas eu des éléments concluants. Mais il s'avère, il faut reconnaître quand même que par rapport à Tshisekedi, en fait, par rapport à Kabila, il y a quand même la liberté de la presse chez nous. Ça ne veut pas dire que c'est parfait. Il y a encore des problèmes ça et là. Surtout, on a des prisonniers d'opinion. Ça, c'est du côté politique, c'est pas nécessairement la presse, mais au niveau de la presse, il y a une nette amélioration en termes de la liberté des journalistes, même des gens qui disent des bêtises. Parce que, bon, comme disait François Mitterrand, la démocratie, c'est aussi le droit de dire des bêtises. Malheureusement, chez nous, on dit plus de bêtises que de bonnes choses. Surtout sur Internet, vous avez toutes sortes de gens qui racontent du n'importe quoi, qui ne prennent pas leurs responsabilités. Parce que lorsque vous donnez la tâche, comme je l'ai fait en ce moment, de communiquer avec des gens sur l'actualité, sur des choses importantes, on doit avoir premièrement une responsabilité patriotique, deuxièmement une responsabilité professionnelle, l'éthique. C'est vrai que tout le monde n'est pas journaliste, mais si vous vous donnez la tâche d'analyser l'actualité, ça veut dire quelque part vous voulez embrasser une carrière d'analyste et généralement ou traditionnellement les analystes sont des journalistes. Ils peuvent ne pas être des journalistes à temps plein, mais ils sont formés dans le journalisme pour savoir faire des analyses dans le sens où on sait différencier les faits par rapport aux opinions et prendre une certaine distance sur des choses qu'on ne maîtrise pas très bien, plutôt que de faire passer des choses comme des vérités alors que vous racontez des bêtises. D'ailleurs, moi, je pense, dans les jours qui viennent, je vais commencer à faire
l'analyse des analystes, juste pour aider un peu à améliorer les choses, parce qu'il y a beaucoup d'analystes qui disent du n'importe quoi et des bêtises. Il faut quand même qu'on prenne conscience que nous, les Congolais, nous avons la tâche d'améliorer notre conscience patriotique, et toutes ces personnes qui sont influents, surtout dans les réseaux sociaux, ils doivent aussi prendre leurs responsabilités pour faire un travail qui est bon et qui est bien. Ce n'est pas simplement amuser la galerie en disant si vous êtes pro Tshisekedi, vous dites du n'importe quoi, vous ne savez pas même différencier là où le gouvernement a failli, il faut dire, et là où ils ont réussi, vous pouvez applaudir. Si vous êtes contre Tshisekedi, vous restez contre dans tout, même s'il y a des choses qui sont quand même bonnes qu'il faut applaudir. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est difficile de garder cette objectivité, parce qu'en journalisme, on vous enseigne de faire un effort pour garder l'objectivité. On sait que ce n'est pas facile et qu'on ne peut pas être objectif à 100%, mais vous devez démontrer un certain effort d'être neutre et d'analyser les choses. Et quand c'est votre opinion, exprimez. Ne faites pas passer quelque chose comme un fait alors que c'est votre opinion ou l'opinion de quelqu'un. Donc, cette tolérance. Au-delà de la tolérance, il faut aussi de l'élégance. L'élégance. C'est comme si nous avons perdu nos valeurs. On n'a plus d'élégance dans la communication. On s'injurie dans les réseaux sociaux chaque minute, chaque seconde. C'est comme s'il y a un esprit dans les réseaux sociaux qui est pratiquement un esprit satanique qui pousse les gens à se montrer discourtois, à toujours être négatif envers les autres. Et je ne sais pas pourquoi, on n'a plus de valeur. Et nous devons, parce que les réseaux sociaux aujourd'hui sont tellement importants, il faut que nous apprenions à communiquer avec élégance, avec courtoisie. On peut être en désaccord avec quelqu'un, mais au lieu de l'insulter, posez-lui certaines questions, parce que la meilleure façon lorsque vous êtes en désaccord avec quelqu'un, c'est de lui poser des questions qui peuvent aider la personne à comprendre qu'il est dans l'erreur, et que vous le puissiez, en fait, que vous le poussiez à réfléchir sur ce qu'il dit ou ce qu'il a fait. Si vous l'insultez, bon, voilà, d'abord vous montrez que vous avez une éducation qui n'est pas bonne, vos parents ont peut-être échoué pour votre éducation. En plus, vous ne gagnez rien, alors que quand vous posez des questions, le monsieur peut vous répondre, ou la dame, ça peut être une femme. En vous répondant, vous pouvez apprendre quelque chose. Donc, nous, Africains, surtout Congolais, nous devons apprendre à mieux communiquer dans ce sens-là, et surtout ceux qui ont la responsabilité. Donc, nous allons avoir cette analyse des analystes pour montrer là où la plupart sont en train de dire des bêtises, de faire des choses qui ne sont pas bonnes pour une conscience patriotique. C'est vrai que tout le monde peut faire des erreurs, moi y compris, hein, parce que moi aussi, parfois quand je critique Tshisekedi, les pro-tshisekedistes m'attaquent. Quand j'applaudis Tshisekedi, ceux qui sont contre Tshisekedi m'attaquent. Voilà, mais moi je suis tout à fait OK avec tout ça, sauf lorsque évidemment il y a une ligne qui est dépassée avec les injures et tout, et j'essaie de faire comprendre aux gens que bon, ça ne vous coûte rien d'être courtois et élégant. Ça va d'ailleurs peut-être même un jour vous donner des avantages, parce que lorsque vous savez, sur les réseaux sociaux, on lit les relations, hein, on communique avec les gens, on peut commencer des relations d'amitié ou de collaboration professionnelle sur les réseaux sociaux à partir des commentaires que l'on fait. Donc, faites de bons commentaires, il y a une sorte de karma qui va vous revenir un jour qui peut vous aider, et donc ça sera une bonne chose, plutôt que d'injurier les gens, vous ne gagnez rien et puis vous démontrez votre manque d'éducation, et ça c'est un problème. Donc c'était le deuxième sujet de notre émission aujourd'hui, et le dernier, en fait, avant de passer, je vais commenter sur Christian Bossembe. Christian Bossembe, c'est un garçon qui se débrouille pas mal. Il a été très brillant pendant un certain moment dans ses interventions médiatiques. Il est intelligent, mais parfois on a comme l'impression, bon, il commence à devenir un peu djaleloïste, hein. Même si vous devez
remercier le président parce qu'il a quand même fait de bonnes choses au niveau de la presse. Faites-les d'une manière plus professionnelle. En tout cas, moi, quand je regarde, quand j'écoute ça, c'est plutôt du djaleloïsme. Vous pouvez exprimer la même chose, mais d'une manière, parce que vous êtes chef d'une institution. Vous n'avez plus le droit de ne pas considérer, de ne pas prendre en compte ces considérations professionnelles et tout. Mais quand vous dites comme ça, c'est un peu comme les gens de la MOPAP du temps de Mobutu qui disaient toutes les bonnes choses à Mobutu, même si celles qui n'étaient pas vraies, parce qu'il fallait flatter les chefs. Il faut voir les commentaires des gens sur les réseaux sociaux. On lui donne les titres de commentaires des flatteurs en chef. Donc, il y a le commandant en chef et puis il y a les flatteurs en chef. Donc, bon, ce n'est pas tellement pour moi, c'est pas grave, mais sinon, c'est juste un conseil que lorsqu'on est le chef d'une institution, même si on est... parce que le président, c'est pas un dieu, c'est pas un petit dieu. Il est président, il joue un rôle comme tout le monde. Et donc, vous devez honorer votre responsabilité en tant que président ou directeur ou chef de cette institution en restant plus professionnel et en évitant des trucs qui semblent plutôt nous rappeler les années des Mobutu. Voilà, c'est juste un petit conseil. Et voilà, et puis le dernier élément, c'est celui de Nicolas Kazadi, en tout cas, qui a fait une interview dernièrement avec une collègue, une journaliste au pays, j'ai même oublié son nom, mais vous savez déjà parce que ça fait du buzz, hein, si vous voulez, au niveau du pays. Et il a dit beaucoup de choses. Nicolas Kazadi, est-ce qu'il est en train de chercher simplement à se faire remarquer parce qu'il n'est plus dans l'actualité, ou est-ce qu'il dit des choses qui sont importantes, qui doivent être dites? C'est à vous de répondre, mais sinon, on va l'écouter. Ce qu'il a dit en termes de ce qui se passe dans les gouvernements Tshisekedi. Eh bien, voilà, un instant, nous allons y arriver. Par mois. Par mois. En 2022-2023. On va commencer tout. Je vous ai montré pour l'Assemblée, Sénat, la dotation na bango. Oh, il y a 2017-2018, ils avaient qui 5 milliards par mois. Par mois. En 2022-2023, ils ont commis 47 milliards. Hein? C'est dit presque par 10. Nous avons ministre des Finances par babi mbongo nyonso ya biso ya budget ekendaka na ba institution ba projet de développement. Mais ça le bien ko ko yango te papa yo zoza mutamayele papa no zaki mutamayele mais 80% budget ko zaka na ba institution te papa. Mais ceux qui ont le bien ngo mais ndé batu ba ko beto na site. Oh, c'est ça qui m'arrive. Yango nezoyela. Mais bino kuna pe boliko okayote. Maman, mais c'est la culture congolaise. Tolingi jouissance ming, ceux qui mbongo zali to kabolanan, to ko réfléchir après. Mon projet est to kabolinan to réfléchir après. Voilà. Soki mbongo eye to kabolanan to réfléchir après. Hein? Voilà un peu. Ce monsieur nous a ouvert un peu les portes de la salle du Conseil des ministres. C'est ce que moi je vois. Ces gens qui semblent parler des affaires de l'État, mais qui, pour la plupart du temps, ne sont pas nécessairement intéressés à faire avancer l'État. Ils sont là pour ses propres intérêts. Mbongoye, ils en étaient cop. Donc, les politiciens, hein, et ça, ce n'est pas simplement quelque chose dans le gouvernement Tshisekedi. C'est Kabila, c'est avant lui son père, avant lui Mobutu, pendant plus de 60 ans ou environ. On a toujours des politiciens affreux, véreux, qui sont des rapaces. Moi, je les appelle, c'est des rapaces. C'est des gens qui veulent... on appelle ça comment en fait, des gens qui veulent le sang de la population. Parce que lorsque vous volez des millions et des millions, vous tuez les gens. Cet argent qui devrait servir pour des hôpitaux,
pour des infrastructures, pour l'eau, l'électricité. Et par exemple, le manque d'électricité, ça tue. Ça tue. Il y a des enfants qui sont dans les machines et tout. Quand il n'y a pas d'électricité, ils n'ont pas de vie. Donc, vous voyez comment on détruit les pays. Et c'est ces gens-là qui sont dans leurs vestes et voitures. Quand vous les regardez, ils se montrent sérieux. Mais c'est tout ça, c'est des voleurs et tout. Et donc, Nicolas Kazadi nous ouvre un peu ce mindset au niveau du gouvernement de la République, où les gens, il dit, c'est-à-dire, si vous voulez amener votre logique là-bas, c'est vrai que évidemment lui-même n'est pas nécessairement, comment dire, innocent, hein, parce qu'on l'accuse d'avoir détourné de l'argent. Bon, moi, je n'ai pas les éléments pour confirmer ou infirmer. Je note quand même qu'il y a eu beaucoup de choses au niveau de son procès qui ne sont pas catholiques, hein, ni orthodoxes, si vous voulez, vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, il y a encore raison pour beaucoup de personnes de penser que lui aussi, Nicolas Kazadi, j'allais dire Nicolas Sarkozy, Moutoua Batou. Bon, il y a Nicolas Sarkozy, Azanani, enfin, il est en prison, même si ce n'est pas une prison traditionnelle, mais Batié, Nini. Bon, voilà, Nicolas Kazadi, lui aussi n'est pas innocent, mais quand même, dans ses déclarations, il nous donne une certaine image de l'entourage de Tshisekedi, de ces jouisseurs qui profitent de l'argent de l'État et que le président n'a jamais réussi à s'en débarrasser. Est-ce qu'il le fait sciemment? Est-ce qu'il est aussi dans les coups? Tout ça, ce sont des questions. Vous avez des réponses vous-même, vous pouvez répondre. Mais qu'est-ce que ça nous enseigne ici? On voit des gens qui sont même prêts parfois à se battre, à s'injurier pour des politiciens. Moi, je soutiens celui-ci. Moi, je soutiens celui-là. Mais vous soutenez des voleurs, même si c'est votre Azan Negonayo, Aouti peut-être, hein, Boza Binonyo surtout Swahili, ou bien Baluba, ou bien Bangala. Bon, je mets ça hein, en gros, Tokotana, Sogo Bandina, hein, comment dire, tribu, ça peut être compliqué. Mais voilà, donc, même si c'est quelqu'un qui est une personne que vous aimez bien, mais s'il est en train de voler de l'argent, s'il est en train de saccager, bon, peut-être pas saccager, je veux dire, il ne gère pas bien, pourquoi les soutenir? Et nous les soutenons, nous, parce que nous avons une sorte de mentalité qui est maintenant connectée avec nos politiciens. Ils nous volent, ils nous tuent, ils nous reculent, mais nous les soutenons. Soit nous les soutenons, soit nous sommes dans l'opposition, évidemment, mais dans l'opposition qui n'est pas toujours constructive. Et donc, si on est contre Tshisekedi, bon, on va taper sur lui, médiatiquement parlant, et en fait, lui traiter de tous les noms. Si on est pour Tshisekedi, Yende, tu as construit le royaume, tu vois, par exemple, il y a nos amis du Kasaï qui sont en train de, comment dire, en voulant soutenir leur leader, ils disent des choses, ils disent des bêtises qui parfois vont même rentrer contre eux-mêmes. Lorsqu'on dit par exemple, Tshisekedi a aussi la remise et reprise Karana Jésus, on va faire un royaume au Congo, royaume Luba. Ces choses-là, par rapport aux gens qui peut-être ont d'autres idées et n'aiment pas les Baluba, parce qu'il y en a beaucoup, et vous avez tous ces tiraillements-là, ce sont des choses qui n'ont pas de place dans une république. Vous ne pouvez pas, parce que vous aimez votre leader, vouloir dire, il y a même un autre analyste ici qui venait de dire, voilà, nous allons changer cette constitution-là, que vous le vouliez ou pas, vous n'allez rien faire. Bon, évidemment, lui, il est analyste aux États-Unis, il dit des choses comme ça, parce qu'il soutient Tshisekedi sur ce point-là. Il faut tout simplement dire qu'il y a la loi doit être respectée. Vous savez, même Kabila, lorsqu'il voulait changer la constitution, au dernier moment, on ne savait pas s'il allait vraiment changer la constitution ou pas. Il ne disait pas des choses directement, il disait, bon, on va respecter la loi.
Ça veut dire que même si il est toujours en train de manigancer pour essayer de faire ce qu'il veut faire qui est contre la loi, il va violer la Constitution probablement, mais il le fait avec une certaine élégance, si vous voulez. Mais chez nos amis, on ne fait pas des choses avec élégance, on tape, on dit c'est comme si, bon, et vous forcez les autres à se mettre dans une situation de self-defense, si vous voulez, en fait, mentalement parlant. Et là, vous participez à une situation où certaines personnes vont commencer à traiter tout votre groupe dans le même panier, si vous voulez. Donc, tout ça, c'est des choses que nous devons comprendre. Oui, il faut être patriote et dans ce sentiment de patriotisme, il faut avoir des responsabilités. Si vous soutenez quelqu'un, faites-le avec élégance et avancez vos idées. Si vous ne soutenez pas quelqu'un, exprimez-vous, dites pourquoi cette personne ne peut pas, ne convient pas là où il est. On sait que maintenant, là, on entend beaucoup de choses. Tshisekedi doit démissionner. OK, bon, même si on sait qu'il y a eu une élection à multiples vitesses, si vous voulez, 7 jours et tout ça. Voilà, j'ai une connaissance qui m'a dit que les élections se sont faites en Chiluba. Bon, alors que lui-même, il est Moulouba, je ne sais pas pourquoi. C'est juste pour rire, mais je ne dis pas ça pour nos amis Balouba, mais c'est juste pour faire comprendre qu'il y a eu des problèmes au niveau des élections et les gens pensent que le président n'a pas été élu convenablement, mais il est le président de la République, il est là, il a son mandat, laissez-lui le temps de terminer son mandat. Après, il va partir. Pourquoi est-ce que vous devez nécessairement le forcer de démissionner? Bon, nous avons une guerre, ça ne nous avance pas nécessairement de changer un président. Peut-être, je suis bien d'accord si certaines personnes ont d'autres avis, mais je pense qu'on a besoin d'une certaine stabilité. Si la personne ne convient pas, et moi je vois qu'il y a beaucoup de choses au niveau de ce gouvernement qui fâchent, et après il faut que cette personne parte, qu'on ait une autre personne. On avait commencé à parler de changement de constitution, peut-être pour garder le fauteuil, mais avec la guerre, bon, on n'en parle plus, c'est une bonne chose à ce niveau-là. Mais quand même, restons patriotes, restons dans l'élégance lorsque nous communiquons politiquement. Voilà, je vais, avant de partir, souligner, enfin, je vais montrer quelques commentaires de certaines personnes qui sont passées ici. Celui-ci, Kennedy Kabengela dit, voici une bonne raisonnement, coup de chapeau. Bon, les Français là-bas, c'était un bon raisonnement, mais on comprend. Français, on a bisoté, papa. Donc, à tous ça les fautes. Parce que Mindele, balobara lingala te, balobara swahili te, donc il n'y a pas de problème. Je comprends les messages, ça passe, c'est bon, je vous remercie. Il y a Ndofusu Badika. Personne n'a déjà vu le deal, les gens sérieux devraient attendre. Désinformés n'amènent rien. Bon, bon, je pense que celui-ci est dirigé vers moi. Je ne suis pas en train de désinformer. Je dis simplement qu'il y a des éléments. Hein. Si vous lisez M. Ndofusu, si vous lisez le communiqué même de Reuters, il y a des éléments qui montrent que avec le deal entre le Rwanda et le Congo et les États-Unis au milieu, Kagame on veut construire des infrastructures, notamment raffineries, qui va se faire au Rwanda. Et vous allez peut-être me croire lorsque vous verrez le dernier deal, et lorsque vous verrez cette histoire s'améliorer. De toute façon, l'intention n'est pas de mentir, ni de, comme on dit en anglais, to misguide. Ça veut dire aliéner les gens d'une manière ou d'une autre. On dit simplement qu'il y a des enjeux, et on est en train d'élaborer sur ces enjeux-là. Et puis, j'ai fait passer sur la question de migrants, j'ai fait passer l'interview du ministre des Affaires étrangères rwandais qui a reconnu. Donc, tout ça, c'est important. Voilà. Kennedy a encore ajouté, au Congo, il n'y a pas de patriotes, il n'y a que des fanatiques. Ça, c'est tout à fait vrai. Et c'est un danger parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de fanatiques chez nous. Ça ne va pas nous avancer. Nous devons avoir une tête froide lorsque nous sommes en train de parler politique.
Si vous êtes en désaccord avec quelqu'un, avancez vos idées et si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, c'est bon, hein, on reste amis si on est amis, vous gardez votre position, je garde le mien, mais s'il y a quelque chose qui continue de nous unir comme Congolais, on reste Congolais. Mais maintenant, là, c'est comme si yo sokoza mutu Tshisekedi, problème. Yo sokoza mutu ya Fayulu, mutu Tshisekedi, donc ça ne peut pas aller. Non, non, ça nous retarde parce que tout président qui viendra sera toujours critiqué. Il n'y aura jamais de président parfait. Ça, c'est sûr. Mais aussi, quand un responsable politique faillit à ses responsabilités, directement ou indirectement, on doit le condamner. On doit le critiquer, mais faire ça de manière élégante. Avancer les idées, avancer les faits, exprimer vos opinions sur les faits et laisser les gens décider sur ça. Donc, le manque de cette progression du fanatisme chez nous, ça affecte même la manière de penser parce que quand vous analysez les commentaires dans les réseaux sociaux sur beaucoup de choses, on voit que les gens réfléchissent avec un cerveau politique plutôt qu'un cerveau normal. Il faut de la rigueur philosophique dans l'analyse des faits. Ça élève tout le monde plutôt que, bon, ceux qui mutumo sali mabe, bon, parce que ça mutunangaye na rolobate, na la critique. Non, si les choses ne marchent pas, mon cher, là, il y a quand même un problème. Essayons quand même de voir les choses de plus près. Ça passe pas. Et on va vous respecter d'ailleurs lorsque vous refusez du fanatisme. Quand vous êtes fanatique, on ne vous respecte pas parce que c'est comme si votre cerveau ne marche pas très bien. Vous avez un petit problème là qui fait que votre filtre philosophique est déjà infecté. Et toute pensée passe par cette infection et du coup, ça ne passe pas. Voilà, donc je vais m'arrêter ici, c'est presque 1 heure. J'ai pensé d'ailleurs à me limiter à 45 minutes, mais voilà, on a fait presque 1 heure. Avant de finir, une petite exhortation, ce n'est pas de la prière, mais simplement dans cette émission, nous avons une mission, et ça je répète dans toutes mes émissions, ce n'est pas simplement question de parler, d'analyser. Moi, j'encourage nos compatriotes congolais partout où vous vous trouvez, que ce soit au pays ou dans la diaspora, d'essayer de faire quelque chose pour le pays. Nous avons une mission que nous appelons mission clé. C'est un acronyme avec 3 lettres. C pour conscience, L pour leadership et E pour entrepreneuriat. Ça veut dire qu'à travers ce que nous faisons, nous voudrions encourager les gens d'abord à prendre conscience du fait que nous avons un pays qui est malade et cette maladie ne va pas finir si simplement on continue à penser que ce sont les politiciens qui vont arranger le pays. Non, nous tous, nous avons une obligation patriotique de faire quelque chose. Et si vous n'êtes pas en mesure de faire quelque chose individuellement, associez-vous à d'autres personnes qui font quelque chose. Vous pouvez contribuer d'une manière ou d'une autre dans votre domaine, dans votre quartier, dans votre réseau, dans votre profession. Il y a beaucoup de manières, mais c'est d'abord la conscience. Le leadership, c'est exactement prendre de l'initiative pour amener les gens à une certaine direction qui puisse amener le progrès. Et donc, prenez du leadership. Nous avons tous cette capacité dans votre domaine, dans votre quartier, dans votre église, mais faites quelque chose dans un sens de leadership patriotique, parce qu'on voit déjà qu'il y a beaucoup de gens qui, par exemple, dans les églises, il y a la foi et tout le monde fait beaucoup de choses, mais dans le sens patriotique du terme, pour essayer d'améliorer certaines choses de la manière de penser de la population et tout, ça ne se fait pas toujours, donc il faut réfléchir sur ça. Et puis l'entrepreneuriat, aussi bien commercial que social, nous encourageons parce que c'est ça qui va élever notre économie. Le pays ne peut pas simplement se fier, en fait, compter sur les sous-sols ou les entreprises minières. Nous devons, nous, Congolais, continuer de nous éduquer et de développer des capacités entrepreneuriales, aussi bien au niveau commercial que social, pour le patriotisme. Nous avons des projets. Si vous voulez travailler avec nous, si vous avez des idées pour contribuer, contactez-nous et nous pouvons échanger pour voir comment on peut travailler ensemble
dans divers domaines. Je n'ai pas mis les numéros parce que moi, je ne veux pas nécessairement... beaucoup d'analystes, ils mettent leurs numéros avec des comptes de banque et tout. Bon, ça ne m'intéresse pas tellement, mais je sais que c'est important de communiquer. Si vous faites un commentaire, j'aurai votre... en fait, on pourra communiquer et on peut échanger le numéro. Voilà. Merci à tous ceux qui ont suivi et on vous demande de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer cette cloche qui va vous donner de la notification toutes les fois que nous publions une nouvelle vidéo, parce que nous sommes en tout cas décidés de continuer d'activer cette mission clé, conscience, leadership et entrepreneuriat. Merci de votre temps et à la prochaine. Ciao.